La plus grosse introduction en bourse de toute l'histoire vient d'avoir lieu, 75 milliards de dollars levés, une valorisation de 1750 milliards de dollars le jour de l'opération, 3 fois plus que le précédent record. Et le truc fou, c'est ça, même si vous n'avez jamais détenu une seule action SpaceX, vous allez peut-être en détenir sans même le savoir, dans votre PEA, dans votre assurance vie, dans vos ETF. Alors aujourd'hui, on décortique tout ça sans filtre. C'est quoi exactement cet IPO? Pourquoi Elon Musk devient l'homme le plus riche de la planète? Et pourquoi cette richesse est en grande partie virtuelle? Comment SpaceX peut atterrir dans votre portefeuille sans même votre accord? Et surtout, la leçon la plus importante, pourquoi cette histoire révèle un risque que la grande majorité des épargnants ignorent complètement dans leur placement. Restez jusqu'au bout, la dernière partie est celle qui peut vraiment changer votre façon d'investir. Si on ne se connaît pas encore, moi c'est Clément Bibert, conseiller en gestion de patrimoine, expert CGPC, CFP, Orias. Ici, sur Finance sans filtre, je décrypte l'actualité patrimoniale, financière, sans jargon, sans bullshit, et avec des chiffres toujours qu'on peut vérifier. Je vous mets mon numéro Orias juste en dessous. Ça veut dire que vous pouvez bien vérifier que je suis un professionnel enregistré et certifié. Et ça, c'est très important de le faire avant vos projets. Tout ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est du contenu pédagogique. Ce n'est pas un conseil d'investissement personnalisé. Pour ça, le bon réflexe, c'est d'en discuter avec un professionnel qui connaît votre situation. Vous avez un lien en description pour échanger avec moi. Et si ce format vous plaît, bien sûr, abonnez-vous, activez la cloche. Ça m'aide énormément à continuer. Allez, c'est parti, on attaque. Commençons par la base. IPO, ça veut dire Initial Public Offering. En français, l'introduction en bourse. Imaginez un club privé, si vous voulez. Pour y rentrer, il fallait être invité. Des fondateurs, quelques co-investisseurs, des fonds de capital investissement. C'est ce qu'on appelle une entreprise privée. Personne d'autre ne peut acheter des parts. L'introduction en bourse, c'est le moment où ce club ouvre ses portes au grand public. D'un coup, n'importe qui, vous, moi, peut acheter une action de l'entreprise sur un marché boursier. 2 mots à retenir, et c'est tout. Le marché primaire, c'est le marché du neuf, si vous voulez. L'entreprise crée de nouvelles actions et les vend pour récupérer de l'argent frais. Le marché secondaire, c'est le marché de l'occasion. Une fois cotées, les actions s'échangent librement entre investisseurs et c'est l'offre et la demande qui font le prix. Alors pourquoi une boîte fait ça? Il y a 3 raisons principales. Se financer, c'est-à-dire lever beaucoup d'argent pour grandir, gagner en visibilité, en notoriété, et offrir de la liquidité, permettre aux premiers investisseurs et aux salariés de revendre enfin leur part. C'est pour ça qu'on l'a vu d'ailleurs au moment de l'IPO, les salariés de SpaceX devenir d'un coup millionnaires, on y reviendra. Dernier point, l'IPO, c'est long, c'est cher, c'est des mois de procédure, des banques, des avocats, des régulateurs. On ne fait pas ça sur un coup de tête. Maintenant, SpaceX. Et c'est là, accrochez-vous bien, parce que les chiffres sont juste hors normes. SpaceX est donc entré en bourse le 12 juin 2026 sur le Nasdaq, sous le symbole SPCX. Prix d'introduction fixé à 135 $ l'action. L'entreprise a vendu 555 millions d'actions, a levé 75 milliards de dollars. C'est tout simplement la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. Environ 3 fois plus que le précédent record qui était Saudi Aramco. 2019, la valorisation de l'entreprise le jour de l'opération, à peu près 1750 milliards de dollars. Et dès le premier jour, ça s'est emballé. L'action vers 150 $, elle est montée dans 160 $ en 1 heure. La valorisation a dépassé les 2000 milliards. Quelques jours plus tard, l'action s'échangeait autour de 192 $, après être montée jusqu'à 225. Aujourd'hui, ça fait une valorisation de plus de 2500 milliards. C'est juste colossal. Et ça, c'est déjà une première leçon sans filtre. Acheter une action le jour de son IPO, c'est acheter dans un moment d'euphorie maximale, avec des montagnes russes garanties. On en reparle. Autre détail très inhabituel, jusqu'à 30% des actions étaient réservées aux particuliers. D'habitude, sur une IPO classique, c'est plutôt 5. Là, on a vraiment voulu embarquer le grand public. Et c'est aussi pour ça qu'on en a beaucoup entendu parler. Alors maintenant, la question c'est, pourquoi en fait une telle valorisation? Et là, il y a un énorme malentendu. Quand les gens pensent SpaceX, ils pensent des fusées Mars, Starship, ce genre de choses. Sauf que le moteur financier de l'entreprise, en fait, c'est pas les fusées, c'est l'Internet par satellite, Starlink. Les chiffres parlent tout seuls. En 2025, Starlink a généré entre 10 et 11 milliards de dollars de revenus. Ça représente entre 61%, 69% du chiffre d'affaires total de SpaceX, qui était d'environ 18,7 milliards. Et surtout, Starlink était en fait la seule division rentable de l'entreprise, avec à peu près 4 milliards de dollars de bénéfices. Pendant ce temps, la division lancement, les fusées, perd de l'argent et la division intelligence artificielle creuse un gros déficit. Alors, du coup, pourquoi Starlink, c'est une machine à cash? Parce qu'une fois les satellites en orbite, on a à peu près 9800 aujourd'hui,
Chaque nouvel abonné ne coûte presque rien à servir. Les marges ressemblent à celles en fait, d'un éditeur logiciel, pas à celles d'une usine. Plus de 10 millions d'abonnés aujourd'hui, c'est ça que les investisseurs achètent. Et la grande réussite technologique de SpaceX, concrètement, c'est d'avoir fait baisser le coût d'un lancement d'environ, tenez-vous bien, 90%, grâce aux fusées qui sont réutilisables. En fait, avant, une fusée, c'était un usage unique. Imaginez comme jeter un avion après chaque vol. Eux, ils ont appris à les faire revenir et atterrir. Et c'est ça, en fait, leur avantage concurrentiel, ce qu'on appelle un moat dans le jargon, un vrai avantage concurrentiel. Maintenant, le sans filtre, parce que c'est la signature de la chaîne, comme vous le savez, SpaceX, dans sa globalité, perd de l'argent. En fait, en 2025, l'entreprise a affiché une perte nette d'environ 4,9 milliards de dollars. Alors qu'elle était bénéficiaire l'année précédente. Quoi, la raison principale, c'est le rachat de l'entreprise d'intelligence artificielle d'Elon Musk, XAI, qui engloutit des capitaux énormes. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est à 2500 milliards de dollars de valorisation. Ne payez pas pour les profits d'aujourd'hui, vous pariez sur le futur. En fait, c'est un pari sur ce que l'entreprise va devenir dans 10 ou 20 ans. Ce pari peut être gagnant, mais c'est un pari, pas de certitude. Gardez bien ça en tête. Alors maintenant, parlons d'Elon Musk, parce que c'est le visage de toute cette histoire. Musk détient environ 49% du capital de SpaceX. Du coup, faites le calcul. Avec une valorisation qui a dépassé les 2000 milliards, sa part vaut sur le papier plus de 1000 milliards. 1000 milliards, vous imaginez. Et comme il dirige aussi Tesla, se retrouve à la tête de 2 entreprises cotées, valant chacune plus de 1000 milliards. Du coup, sur le papier, c'est la plus grosse fortune de l'histoire de l'humanité. Pas rien que ça. Maintenant, il y a le mais, parce qu'il y a un énorme mais, et c'est exactement le genre de nuance qu'on ne vous explique pas forcément. Cette fortune, elle n'est pas sur un compte en banque, elle est en action. On appelle une richesse non réalisée. Elle existe sur le papier tant que le cours de l'action y tient. Mais Elon Musk n'a pas 1000 milliards de dollars en liquide dans sa poche quelque part. En fait, prenons une image simple. Bien que vous possédez un château estimé à 10 millions. Est-ce que vous avez les 10 millions d'euros en liquide sur votre livret A? Ah non, vous avez un bien qui vaut 10 millions. Si quelqu'un est prêt à les payer. Et le jour où vous essayez de le vendre, le prix peut éventuellement bouger. Et pour Elon Musk, c'est pareil, mais en pire en fait. S'il essayait de vendre une grosse partie de ses actions d'un coup, 2 choses se produiraient. 1, il ferait s'effondrer le cours, qu'il aurait soudain énormément d'actions à vendre. Et de 2, il perdrait le contrôle de son entreprise. Du coup, son immense fortune, elle est en grande partie théorique. Certes, spectaculaire, mais théorique. Et c'est une leçon qui vous concerne directement, vous, la valeur de votre patrimoine. Pas la même chose que l'argent liquide. Votre maison, vos actions, vos parts de SCPI, ça a une valeur estimée. Et la valeur estimée et l'argent que vous pouvez réellement sortir demain matin sont 2 choses différentes. Vous ne fondez jamais richesse comptable et richesse disponible. C'est une erreur assez classique et elle peut coûter cher. Alors maintenant, on arrive à la partie la plus contre-intuitive. Je le dis en intro, vous détenez déjà peut-être du SpaceX sans le savoir. Vous allez me dire, mais quoi ? Je vais vous expliquer exactement comment c'est possible. D'abord, on fait un rappel, c'est quoi un ETF ? ETF, ça veut dire Exchange Trade Fund. En français, on dit tracker. C'est un instrument financier qui réplique fidèlement un indice boursier. Un indice, je rappelle, un panier de sociétés. Par exemple, le CAC 40, les 40 plus grandes entreprises françaises, le Nasdaq 100, les 100 plus grandes valeurs technologiques américaines. Un ETF qui suit le Nasdaq 100, c'est un produit qui colle à la performance de ce panier. Voilà. Et c'est génial, je suis le premier à le dire, c'est de la gestion passive. Les frais sont très faibles, ça diversifie d'un coup sur des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'entreprises. Donc, je trouve que c'est un super outil, mais, et là que ça devient intéressant, il y a un mécanisme automatique qu'il faut comprendre. Un ETF qui réplique un indice doit détenir les sociétés de cet indice, mécaniquement, sans qu'aucun humain ne décide. Donc, le jour où une nouvelle société entre dans l'indice, tous les ETF qui suivent cet indice sont obligés de l'acheter automatiquement. Du coup, vous voyez où je veux en venir. SpaceX vient d'entrer en bourse. La question, c'est est-ce que les grands indices vont l'intégrer? Et là, il s'est passé quelque chose d'assez fascinant. Les gérants d'indices ne sont pas d'accord entre eux. Le Nasdaq a carrément modifié ses règles pour pouvoir intégrer SpaceX dans le Nasdaq 100. Le FTSE Russell a fait pareil, avec une règle d'entrée rapide. Mais le S&P 500, l'indice le plus suivi au monde, a dit non. Il a refusé, et s'est documenté, d'intégrer SpaceX pour l'instant. Alors pourquoi, vous allez me dire? Parce que le S&P 500 a un critère de rentabilité. Pour rentrer, une société doit être bénéficiaire sur le dernier trimestre et sur les 4 derniers trimestres cumulés. Or, SpaceX perd de l'argent. Et c'est exactement la même règle qui avait tenu Tesla d'ailleurs.
en dehors du S&P 500 pendant plus de 10 ans. Du coup, conséquence très concrète pour vous, si vous avez un ETF qui suit le Nasdaq 100, par exemple les fameux QQQ, vous allez détenir du SpaceX automatiquement sans rien faire. Par contre, si vous avez un ETF S&P 500, eh ben non, pas avant au moins 1 an. 2 épargnants qui se croient tous les deux, entre guillemets, bien diversifiés, vont en réalité avoir des portefeuilles différents sur ce point précis. Maintenant, je vais pas vous vendre du rêve non plus, parce que c'est pas le genre de la maison. Est-ce que ça veut dire que votre ETF Nasdaq va être bouleversé demain? Eh ben non, et voici pourquoi. Parce que les ETF pondèrent les sociétés en fonction de ce qu'on appelle le flottant. Le flottant, c'est la part des actions réellement disponibles à l'achat sur le marché, pas les actions bloquées par les dirigeants et les gros actionnaires. Or, on se rappelle, SpaceX n'a mis en bourse qu'environ 4% seulement de son capital. Le reste est verrouillé notamment par Elon Musk. Donc, malgré une valorisation colossale, son poids réel dans les indices larges reste petit au départ. Pour vous donner un ordre de grandeur, on parle d'un poids estimé à moins de 0,2% dans un ETF qui couvre le marché américain. Donc oui, du coup, vous en détenez peut-être, et non, par contre, ça ne va pas transformer votre portefeuille du jour au lendemain. Méfiez-vous toujours des titres qui crient « ça va tout changer ». Dans la finance, les choses bougent souvent plus lentement que les gros titres ne le laissent croire. Pour ceux qui voudraient s'exposer davantage, il existe des ETF spécialisés sur le thème de l'espace. J'ai découvert ça récemment, justement avec cet IPO SpaceX. L'un d'eux a récolté plus de 3 milliards de dollars de collecte en à peine 2 mois. C'est un sacré engouement. Et attention, il existe même des produits à effet de levier, des produits qui amplifient les mouvements par deux, à la hausse ou à la baisse. Soyons très clairs là-dessus, ce sont des produits à risque élevé, pensés pour de la spéculation court terme, pas pour le cœur d'un patrimoine, alors vigilance, c'est pas un placement tranquille. Et là, il y a une histoire qui illustre parfaitement un piège classique de la bourse. Cet ETF Espace, il avait énormément monté dans les semaines avant l'IPO de SpaceX. Pourquoi ? Parce que c'était le seul moyen de s'exposer à SpaceX avant son entrée en bourse. Du coup, les gens se sont rués dessus. Et puis, une fois l'IPO réalisé, une fois que SpaceX était enfin achetable directement, cet ETF a baissé. Finalement, sa rareté avait disparu. C'est ce qu'on appelle en bourse acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Les gens achètent dans l'anticipation et l'excitation. Et quand l'événement arrive enfin, l'euphorie retombe. Regardez ce schéma. Il décrit le cycle émotionnel de toutes les bulles. L'enthousiasme, l'arrivée des médias, la cupidité, le sentiment qu'on est dans un nouveau monde, une révolution. Et puis, bim, le retour à la réalité, aux fondamentaux. Et gardez bien cette courbe en tête. À chaque fois que tout le monde autour de vous s'enthousiasme sur le placement du moment, voilà, prenez du recul et gardez en tête que, mécaniquement, on n'en sait rien et que ça peut être au contraire assez risqué. Maintenant, on arrive à la partie la plus importante de cette vidéo parce que cette histoire d'IPO révèle quand même un problème bien plus grand pour votre argent. Quand vous achetez un ETF S&P 500 ou ETF Nasdaq, vous pensez être diversifié. Vous dites des centaines d'entreprises, plein de secteurs, sauf que c'est une illusion d'optique. Aujourd'hui, ces indices sont ultra concentrés, ultra dominés par une toute petite poignée de géants de la technologie et de l'intelligence artificielle. On les appelle les Magnificent Seven, Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, et j'en passe. À eux seuls, ils pèsent une part énorme de l'indice. Pourquoi ? À cause d'un mécanisme simple. Dans ces indices, plus une entreprise vaut cher, plus elle pèse lourd. Du coup, plus une action monte, plus elle prend de place dans l'indice. Résultat, quand vous achetez l'ETF, vous achetez automatiquement encore plus de ce qui est déjà cher et déjà monté. Du coup, la hausse nourrit la hausse. Et avec l'arrivée de SpaceX, bientôt suivi, c'est annoncé par d'autres géants de l'IA comme Anthropic avec son fameux Claude, que j'utilise beaucoup, ou encore OpenAI avec ChatGPT, on ajoute encore du poids technologique qui va arriver. Donc du coup, les 7 magnifiques vont devenir probablement les 9 magnifiques. Mais en tout cas, la concentration augmente. Et pourquoi c'est un risque ? Le risque, il est simple à comprendre. Si vous croyez détenir un panier bien réparti, alors qu'en réalité, un seul secteur, la tech américaine, pèse l'essentiel, alors le jour où ce secteur corrige, tout votre portefeuille corrige en même temps. Différentes lignes baissent ensemble parce qu'au fond, c'est le même pari qui est répété plusieurs fois. On a même vu ce paradoxe en direct avec l'ETF Espace dont je vous parlais. Il a baissé alors que l'action SpaceX, elle, montait. Du coup, la diversification apparente n'est pas toujours une diversification réelle. Alors, vigilance. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?
Encore une fois, ce sont des pistes pédagogiques, pas un conseil pour votre situation précise. Et voici les grands principes. Il faut se diversifier. Je ne cesse de le répéter, diversifier les zones géographiques, pas seulement les États-Unis, l'Europe, les marchés émergents, le reste du monde. Il faut vous diversifier sur toutes les classes d'actifs, pas que des actions. L'immobilier, par exemple, via les SCPI, qui sont mon domaine d'expertise et dont je parle régulièrement ici aussi. Les obligations, le fonds en euros, la capital garantie. En fait, chaque classe d'actifs réagit différemment. Et pour ceux qui aiment les ETF, sachez qu'il existe des versions équipondérées, où en fait toutes les sociétés pèsent le même poids au lieu de laisser les géants tout écraser. Et du coup, ça peut être aussi une façon de réduire cette concentration. La règle d'or, c'est vraiment le message à retenir, la diversification. D'abord, la conviction ensuite. On construit une base solide et répartie. Et seulement après, on se permet quelques paris, pas l'inverse. Dernier morceau que je voulais évoquer avec vous, et il est assez crucial en ce moment, ce qui relie vraiment tout ce qu'on vient de se dire. Pendant que SpaceX faisait la une, il s'est passé quelque chose de bien plus important pour votre épargne du quotidien. La Banque Centrale Européenne, la BCE, a relevé ses taux directeurs le 11 juin 2026. C'est un événement. C'est la première hausse depuis 2023. En 2 ans, on n'avait connu que des baisses ou de la stabilité. Là, le vent tourne. Concrètement, les 3 taux directeurs ont été relevés de 0,25 points. Taux de dépôt qui passe à 2,25, refinancement à 2,40, taux de prêt marginal à 2,65 à compter du 17 juin. Pourquoi cette hausse? À cause du retour de l'inflation. Elle est remontée à 3,2% en mois de mai dans la zone euro, alors que l'objectif de la BCE, c'est 2%. En France, on est même autour de 4% sur un an. Et la cause principale, vous vous souvenez, c'est le choc énergétique qui a eu lieu aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient. La BCE prévoit une inflation moyenne de 3% en 2026, qui ne reviendrait à 2% seulement qu'en 2028. De l'autre côté de l'Atlantique, la Banque centrale américaine, la Fed, a fait un choix différent. Elle a maintenu, pour l'instant, ses taux inchangés dans une fourchette 3,5, 3,75, avec un discours vraiment ferme, ce qu'on appelle hawkish dans le jargon, qui a fait reculer d'ailleurs les marchés américains. Une divergence entre l'Europe qui monte ses taux et l'Amérique qui les maintient, ça a aussi des effets sur le taux de change euro-dollar. Un vrai sujet à lui seul. Et alors pourquoi tout ça est connecté? Parce que si vous voulez, quand les taux montent, les valorisations des entreprises technologiques et de croissance ont tendance à souffrir. Pourquoi? Parce que ces entreprises se valorisent surtout pour leurs profits futurs lointains. Et quand les taux montent, ces profits lointains valent moins en fait qu'aujourd'hui. Alors je viens de vous expliquer que vos indices sont bourrés de tech. Vous voyez le lien direct avec le risque de concentration. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Des taux plus hauts, ça veut dire des meilleures rémunérations pour votre épargne, notamment pour les livrets, les comptes à terme, le fonds euro qui remonte un petit peu. Et on voit réapparaître aussi des produits structurés, qui sont plus attractifs, tout en gardant en tête que ces derniers ne sont pas sans risque, bien sûr. Côté crédit immobilier, la hausse devrait rester progressive, pas brutale. À ce jour, les taux moyens tournent autour de 3,37 sur 20 ans, 3,48 sur 25. Pas de panique, c'est la nouvelle norme selon moi, mais une vigilance à avoir si le resserrement se poursuit à l'automne. Affaire à suivre. En tout cas, le message qui relie tout, dans un monde où les taux remontent et où les marchés sont ultra concentrés sur la tech, la diversification, la gestion du risque ne sont vraiment pas un luxe. C'est exactement le moment où elles reprennent toute leur valeur. Alors, on récapitule en 4 idées forces et vous repartez avec l'essentiel. SpaceX, c'est la plus grosse IPO de l'histoire, 75 milliards levés. Et le vrai moteur, c'est pas les fusées, c'est Starlink, leur fameux réseau Internet par satellite. Et malgré tout ça, l'entreprise perd encore de l'argent. La valorisation, c'est un pari sur l'avenir. 2. La fortune d'Elon Musk, plus de 1000 milliards. C'est l'homme le plus riche de la planète. Mais sa fortune est en grande partie sur le papier, pas en action, pas en cash. Ça, c'est une leçon pour vous. Ne confondez jamais la valeur de votre patrimoine avec l'argent réellement disponible. Vous allez peut-être détenir en 3 du SpaceX via vos ETF Nasdaq, oui, automatiquement, sans même l'avoir choisi, par réplication, mais pas encore via un ETF S&P 500, et l'impact initial reste modeste à cause du faible flottant qu'il y a sur les actions. Et enfin, le plus important, le vrai sujet, c'est pas SpaceX, c'est la concentration record des marchés sur une poignée de valeurs tech, combinée à la potentielle remontée des taux, raison de plus pour se diversifier, vraiment, pas juste en apparence. Au fond, toute cette actualité spectaculaire, Elon Musk, les fusées, les milliards, elle cache la seule question qui compte vraiment pour votre argent. Est-ce que votre portefeuille est réellement diversifié ou est-ce que c'est juste un pari déguisé sur la tech que vous prenez sans le savoir? Si cette vidéo vous a appris quelque chose, faites-moi plaisir, abonnez-vous, activez la petite cloche
Laissez-moi un commentaire, dites-moi si vous saviez que vous pouviez détenir du SpaceX sans l'avoir choisi. Et si vous voulez aller plus loin sur votre situation patrimoniale, comment structurer, diversifier, organiser tout ça concrètement, je vous mets le lien pour échanger avec moi, il est en description aussi. On se retrouve très très vite pour un prochain décryptage. D'ici là, prenez soin de votre argent. Bye bye.